plaisir d'être là. Je remercie la Fondation, bien sûr, de m'avoir invité et d'avoir organisé cette présentation et cette discussion. Je vais sortir de ma zone de confort, parce que j'ai vraiment pas l'habitude de faire ce type de présentation. Généralement, on fait des présentations avec nos pairs, donc qui sont intéressés par le nom du gène, machin, et trucs. Et là, on va partir sur des questions un peu plus générales, un peu plus globales. Je pense qu'on va sortir de notre zone de confort aussi, parce qu'on va très peu parler d'environnement, mais on va parler plutôt du cerveau, et notamment de la capacité de ce tissu à se protéger, justement, des agressions extérieures, mais aussi à se réparer suite à une lésion. Donc l'idée de cette présentation, j'ai essayé de la faire d'une façon à ce que vous puissiez rentrer dans un laboratoire, que vous puissiez comprendre un petit peu le type de questions qu'on se pose, les challenges auxquels on a à faire face quand on étudie un organe aussi complexe que le cerveau, et puis aussi un organe qui est inaccessible. Donc il y aura un petit biais méthodologique. Je vais vous présenter un certain nombre de méthodes qui nous intéressent particulièrement en ce moment, qui sont des révolutions un petit peu dans le domaine des neurosciences. Et puis ensuite, je terminerai en vous présentant un petit peu, en illustrant l'utilisation de ces techniques pour mieux comprendre les capacités du cerveau à se protéger et à se réparer. Donc voilà, ça c'est le plan de ma présentation. Je commencerai avec des généralités sur le cerveau, qui est un tissu très complexe. Ensuite, sur le message que le cerveau est un organe qui est très plastique, qui peut s'adapter, qui peut se réparer, une plasticité qui est très présente dans les premières années de vie, mais qui perdure par la suite, même si elle est moins importante. Ensuite, je partirai sur des aspects plus méthodologiques, avec des techniques, comme je disais, qui sont révolutionnaires, qui nous permettent de définir une sorte de langage commun pour étudier la plasticité du cerveau et comparer cette plasticité entre différentes espèces, dans les espèces qu'on va utiliser dans le laboratoire, principalement les espèces murines, la souris, mais aussi pour généraliser ces observations, ces conclusions chez l'homme sur le cerveau humain, ce qui nous intéresse bien évidemment. Ensuite, j'utiliserai ces méthodes pour illustrer l'activité gémaniale du cerveau, c'est-à-dire sa capacité à produire des nouvelles cellules, l'effet à long terme d'une lésion précoce sur le cerveau. Il y a réparation, il y a plasticité, il y a adaptation, mais est-ce que cette réparation est toujours appropriée? Et puis finalement, une illustration sur les barrières protectrices du cerveau qui vont protéger cet organe des agressions externes. Donc la complexité du cerveau, on est tous conscients de cette complexité. On a ici une image d'un cerveau humain. On voit à sa surface le cortex, l'écorce cérébrale, qui contient en son sein 16 milliards des 80 à 100 milliards de neurones qui composent le cerveau. Donc on est sur un tissu très complexe. On ne voit qu'une partie de ce cortex, puisque seulement 30%, 35% de ce cortex est à la surface, 65 à 70% du cortex est caché au sein de ces circonvolutions ici. Et si on dépliait ce cortex et qu'on le mettait à plat, on aurait une surface d'à peu près 1/4 de mètre carré. Donc on peut observer cet organe en 3D. Alors ça c'est une animation, plutôt un site internet qu'on a produit avec l'Université de Lyon 1, avec une équipe d'enseignants qui s'utilisent dans les TP pour mieux visualiser le cerveau, sa complexité, les différentes régions qui le composent. Donc simplement, on a ici une vue en 3D du cerveau. Vous pouvez utiliser d'ailleurs ce logiciel, il est en libre accès. Vous allez pouvoir vous promener dans le cerveau, choisir des structures comme ici, le système ventriculaire ou les faisceaux de fibres. Vous allez pouvoir avoir plusieurs niveaux de lecture avec un niveau débutant, intermédiaire, un niveau expert qui va vous décrire en cliquant sur les différentes régions le nom des régions, mais aussi la fonction de ces régions. Vous allez pouvoir effectuer des plans de coupe pour vous promener dans le cerveau et mieux appréhender son organisation et sa complexité. Vous avez aussi des quiz, des QCM que vous pouvez vous amuser à faire. Ça, c'est une deuxième application qu'on a produite avec l'équipe pédagogique. Donc, c'est le parallèle entre le cerveau humain, ici à gauche, et le cerveau de souris. Souris qui est très utilisée en recherche, qui va permettre à nouveau de faire le parallèle dans l'organisation du cerveau. Les grands principes sont préservés. On a toujours les mêmes structures, le système ventriculaire,
le cortex qui est lisse chez la souris, qui va être formé de circonvolutions chez l'homme. Vous pouvez voir la correspondance entre les régions corticales. Vous promenez, voir ici, par exemple, chez l'homme et chez la souris, des régions corticales qu'on dit associatives, qui vont intégrer tout un tas d'informations qui viennent de nos différents sens et qui sont des régions très importantes pour notre cognition, beaucoup plus développée évidemment chez l'homme que chez la souris. Donc n'hésitez pas à aller visiter ce site internet et à vous perdre un peu dans ces animations. Vous verrez, il y a d'autres applications aussi qui vous permettent d'aller plus loin dans cette compréhension de l'organisation du cerveau. Donc une organisation complexe qu'on peut apprécier au niveau de l'organe entier. La première personne qui a vraiment appréhendé cette complexité, c'est cette personne, Santiago Ramón y Cajal, un neuroscientifique espagnol qui a reçu le prix Nobel de médecine en 1906 pour sa description justement de l'organisation du cerveau. Il était en avance sur son époque, donc ici une de ses citations, le cerveau est un monde composé d'un certain nombre de continents inexplorés. Vous faites certainement référence aux différentes régions du cerveau que je viens de vous montrer, régions qui ont des fonctions particulières, mais aussi de grandes étendues de territoires inconnus. C'était ce qui restait à découvrir dans ce tissu. Ce que Ramón y Cajal a fait, qui est absolument phénoménal, et ce pourquoi il a été vraiment en avance sur son époque, c'est qu'il a utilisé une technique développée avec un autre scientifique, une technique qui permettait, dans le tissu nerveux, de marquer de façon aléatoire une petite population de cellules. Et il a dessiné ces cellules. Vous avez ici un de ces dessins, produit en 1904. Vous voyez ici quelques cellules marquées en noir. Et ces cellules, il les a reconstruites, il les a dessinées. Ces cellules sont des neurones du cortex. Sur une image de cette taille, vous en auriez des centaines. Et vous seriez incapable de les reconstruire, de les dessiner. La technique que cette personne a mis au point permet de visualiser quelques neurones et d'appréhender un petit peu la morphologie de ces neurones, l'organisation de ces neurones et la façon dont ces neurones vont être connectés les uns avec les autres pour former des réseaux et pour intégrer l'essence, mais aussi pour produire l'activité du cerveau. À côté de ces neurones, nous pouvons voir qu'il a dessiné d'autres types cellulaires qui sont les cellules de soutien. Ces cellules sont aussi présentes dans le tissu nerveux. C'est des cellules qui ont des morphologies différentes et c'est des cellules qui vont avoir des fonctions différentes. Donc Ramón y Cajal a été très en avance sur son époque parce que non seulement il a décrit la complexité de l'organe, du cerveau, mais ensuite il est allé regarder plus profondément dans ce cerveau au niveau de la cellule unique pour décrire la complexité du tissu lui-même et la complexité des cellules qui forment ce tissu. Alors maintenant, nous avons des techniques qui sont plus avancées, qui permettent de marquer ces différentes cellules à l'aide de différentes couleurs. Ici, nous avons un marquage que nous avons effectué dans le laboratoire. Donc là, c'est vraiment comme si vous étiez dans le laboratoire en train de regarder une coupe de tissu, ici un cerveau de souris, sous le microscope. Vous avez 3 marquages. Un marquage bleu qui révèle les neurones. Vous avez un marquage vert qui révèle les oligodendrocytes et vous avez un marquage rouge qui révèle les astrocytes. 3 types cellulaires, les neurones qui véhiculent le message nerveux, et 2 cellules de soutien, les oligodendrocytes, qui vont isoler l'axone de ces neurones et ainsi accélérer la transition du message nerveux. Et vous avez les astrocytes qui sont impliqués dans le métabolisme du cerveau, qui ont un rôle de soutien pour un bon fonctionnement des neurones. Donc ces 3 types cellulaires, vous les avez ici en différentes couleurs, et immédiatement, si vous regardez la section de cerveau de souris, vous voyez que ces types cellulaires sont présents en différentes densités, dans différentes structures. Vous avez ici une région qui est quasiment exclusivement composée de neurones. J'étais trop long. C'est bon. Donc vous avez une structure qui est quasiment exclusivement composée de neurones, c'est le gyrus denté, l'hippocampe, on en parlait tout à l'heure. Vous avez ici une région qui est quasiment exclusivement composée d'oligodendrocytes.
c'est un faisceau de fibres qui relie vos deux hémisphères et qui va permettre une communication entre ces deux hémisphères. Vous voyez une grande complexité au niveau de l'organe, mais aussi au niveau de l'organisation de ce tissu. C'est le mot-clé ici, hein. Complexité. On est dans un organe complexe, très organisé. Donc cette complexité, elle rend le cerveau particulièrement fragile. Pourquoi? Parce qu'une lésion va interrompre des réseaux de neurones, va donc interrompre des fonctions précises. Une lésion corticale va avoir d'autres effets qu'une lésion de la moelle épinière. Toutes vont avoir pour effet d'interrompre les réseaux de neurones et donc d'interrompre l'information que ces neurones contiennent. Cette lésion, elle va avoir des effets plus ou moins dramatiques en fonction de sa taille, mais aussi de l'âge à laquelle elle survient. Donc ça a été remarqué très rapidement en clinique, et ça a donné naissance à ce principe, le principe de Kennard, qui a été formulé par cette neuroscientifique, Margaret Kennard, qui a étudié les lésions chez le singe et qui a montré que les lésions précoces du cerveau sont moins susceptibles d'entraîner des déficits à long terme que les lésions plus tardives. Ça, c'est un fait, et ce fait, il est expliqué par le fait que le cerveau continue à maturer après la naissance. Donc, pendant le développement embryonnaire, le tissu se forme, mais le tissu va encore maturer après la naissance pendant un certain nombre d'années, jusqu'à 9 ans dans certaines régions corticales. Les réseaux vont se former, vont s'assembler, vont maturer, vont se raffiner avec le temps. Donc si on regarde le développement du cerveau, on a une première phase de production des neurones qui commence à peu près 12 semaines après conception. On a une phase de migration de ces neurones qui vont s'établir dans différentes régions du cerveau. Cette phase est suivie d'une phase de production des cellules de soutien, les cellules gliales. Et puis ensuite, commençant à peu près 28 semaines après conception, et se poursuivant sur plusieurs années après la naissance, on va avoir une phase de formation des réseaux neuronaux. Formation des réseaux neuronaux avec une phase de synaptogènèse, c'est simplement les contacts qui se forment entre neurones. Une mort cellulaire des neurones inefficaces et une réorganisation des réseaux qui va être raffinée, comment? Par notre environnement. Simplement le fait d'être exposé à un environnement va activer ces réseaux et va sélectionner les réseaux les plus pertinents. Donc comme vous le voyez, une lésion précoce, une lésion dans les premières années de vie, va avoir lieu lors de ce phénomène de raffinement. Une lésion précoce va donc entraîner une réorganisation dans un système qui est encore en maturation, qui est encore capable de se recabler, de se raffiner et donc de récupérer. Le deuxième phénomène qui peut expliquer cette récupération d'un cerveau jeune, c'est le phénomène des cellules souches. Après la naissance, on a encore dans ce tissu présence de cellules souches qu'on appelle cellules souches neurales, puisque présentes dans le système nerveux. Et ces cellules sont encore actives, vont continuer à produire des cellules de soutien, mais aussi des neurones. Donc là aussi, nous avons une animation pour vous illustrer tout ça. Chez la souris, avec un cerveau de souris que vous voyez apparaître ici, le système ventriculaire, un système de cavité à l'intérieur du cerveau de souris, et les cellules souches vont être présentes dans une région bien précise, qui sont les parois de ce système ventriculaire. On les a représentées ici en vert. Vous pouvez voir que ces cellules sont présentes dans la paroi du ventricule, enrichies en position frontale. Ces cellules souches persistent dans le système nerveux après la naissance. C'est une découverte qui date de quelques dizaines d'années et à l'époque une énorme surprise dans le domaine. L'animation recommence, donc le crâne de la souris, le cerveau de la souris, le système ventriculaire, et ici la présence de cellules souches. On va zoomer sur le mur pour regarder un peu son organisation. Donc là, on est maintenant à l'intérieur de la cavité, on a des cellules qui sont ici, et on peut voir les pieds des cellules souches, ici en vert.
Si on tourne le tissu, ces cellules souches sont en phase de prolifération, elles se divisent, vont produire des cellules plus spécialisées, plus différenciées, qu'on appelle progéniteurs. Cellules qui vont s'amplifier et qui vont, in fine, se différencier dans différents types cellulaires, et notamment en neurones qui vont migrer dans le tissu. Donc quand je parle de plasticité du cerveau, du système nerveux central, je parle de ces deux phénomènes. La capacité de ce tissu de se réorganiser. Réorganiser suite à un changement dans l'environnement ou suite à un changement de conformation, de configuration. Une lésion, c'est quoi? C'est une interruption de réseau. Mais beaucoup de réseaux vont être épargnés par cette lésion. Et ces réseaux peuvent se réorganiser. Quand je parle de plasticité, je parle aussi de cellules souches avec des cellules qui sont encore capables de proliférer, des cellules qui vont répondre à la lésion et qui vont produire différents types cellulaires, les types cellulaires qui composent notre cerveau. Donc ces régions ont été très étudiées chez la souris. On a découvert 2 régions qui contenaient des cellules souches après la naissance. La première région, je vous l'ai montré, c'est le ventricule latéral. La deuxième région, qui a été citée, c'est l'hippocampe, avec ici aussi la présence de cellules souches. Hippocampe qui est impliqué dans notre mémoire épisodique, notre mémoire immédiate, dans notre mémoire spatiale aussi. Tout ça, c'est des études effectuées chez la souris. Et ici, j'aimerais illustrer le fait qu'une grosse difficulté dans notre domaine, c'est de généraliser ces observations qui sont effectuées dans des modèles animaux à la situation humaine. Comment s'y prendre chez l'homme pour démontrer la présence de cellules souches et pour montrer que ces cellules continuent à produire des neurones. Donc la complexité du tissu, le fait que ce tissu soit difficilement accessible, rend ce type de questions particulièrement challenging et nécessite le développement de nouvelles méthodologies, de nouvelles approches. Je vous montre celle-là parce que je la trouve particulièrement élégante. Donc le travail que je vais vous montrer très brièvement, c'est le travail de ces 2 personnes, 2 neuroscientifiques de l'université de l'Institut de Karolinska en Suède, qui ont commencé une série d'études à partir de 2005, qui visaient à déterminer la date de naissance de cellules humaines de façon rétrospective et qui ont appliqué cette méthode à l'étude du cerveau. Cette méthode, elle est basée sur quelque chose que vous allez retrouver dans votre environnement. C'est le carbone 14. C'est une méthode de datation au carbone 14. Alors généralement, les méthodes de datation au carbone 14, on les utilise pour dater des fossiles, pour dater des éléments carbonés anciens. Ici, ils ont détourné cette méthode de datation au carbone 14 pour dater la date de naissance d'un phénomène récent, la naissance d'un neurone dans un cerveau. Quelques passes sur le carbone 14. Donc le carbone 14, c'est quelque chose qui est présent dans l'atmosphère du fait du bombardement cosmique. Et il va y avoir très rapidement un équilibre qui va s'effectuer entre la concentration de carbone 14 dans l'atmosphère et la concentration de carbone 14 dans la biocénose, donc dans le monde animal et végétal. Donc captation du carbone 14 dans les végétaux par la photosynthèse, puis consommation par les animaux végétariens, etc., etc. Un équilibre se forme très rapidement dans la biocénose. Les concentrations de carbone 14 dans l'atmosphère, ils ont été particulièrement stables pour des centaines, voire des milliers d'années. En tout cas, vous avez ici des mesures qui ont été effectuées. Vous pouvez voir que, pourtant, nous avons un pic, une accumulation importante de carbone 14 dans l'atmosphère. Ce pic correspond à une période de temps qui va de 1960 à 1980. Un pic important, une accumulation importante qui est due à l'intervention de l'homme, puisque c'est une période d'essais nucléaires à ciel ouvert. Ces essais nucléaires, l'accumulation de ces essais nucléaires ont fait que du carbone 14 a été libéré dans l'atmosphère et s'est propagé dans l'atmosphère de notre planète. Ce qui est intéressant avec ce pic, c'est qu'il va permettre de dater la date de naissance des neurones présents dans notre cerveau. En effet, des cellules nées au pic d'accumulation de carbone 14 vont contenir dans leur noyau
beaucoup plus de carbone 14 que des cellules qui sont nées avant ou après ce pic. Donc l'étude, elle est très simple. Elle consiste à utiliser cette courbe étalon de carbone 14, à prendre le tissu ou les tissus d'un individu. Vous avez ici une barre qui représente la date de naissance de l'individu. À mesurer la concentration de carbone 14 dans cet échantillon, qui représente l'âge moyen de l'échantillon. Vous alignez cette concentration de carbone 14 sur la courbe étalon et vous pouvez voir ici que, en moyenne, l'âge des cellules présentes dans cet échantillon est inférieur à l'âge du patient. C'est-à-dire que des cellules sont nées après la date de naissance du patient, dans le tissu, et on rajeunit le tissu par rapport à l'âge du patient. Vous me suivez? C'est extrêmement élégant. Pas très sensible, mais extrêmement élégant. Seuil de détection, c'est à peu près 1% de nouvelles cellules. Ça peut paraître assez élevé, mais en fait, quand on prend un tissu, même si on a une cellule sur 100 000 qui naît chaque jour sur une période de 10 ans, on a 3,65% des cellules d'un échantillon. Donc ce n'est pas très sensible, mais ça permet de mettre en évidence une naissance d'une petite population de cellules dans un tissu. Donc regardons maintenant différents tissus de l'organisme. Donc nous avons ici un individu, l'âge de l'individu, cette personne est née en 1968. On a prélevé chez cet individu une biopsie d'intestin, de cortex, de cervelet, ça a été fait en post-mortem évidemment. Et on peut voir ici l'âge moyen de chaque échantillon. L'intestin est le tissu qui se renouvelle le plus rapidement. Le cortex, on a un âge moyen toujours inférieur à celui du patient, et le cervelet, un âge moyen toujours inférieur à celui du patient. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que les cellules de notre cortex ou de notre cervelet ne sont pas produites exclusivement pendant le développement embryonnaire, mais certaines sont nées après la naissance. Attention, un effet confondant, c'est la présence dans cet échantillon des neurones et des cellules gliales. Souvenez-vous, je vous ai dit, les neurones naissent pendant le développement embryonnaire, les cellules gliales après la naissance. Donc en fait, on a ici une grosse influence des cellules gliales. Et effectivement, si on prend le cortex, 50% des cellules sont des cellules gliales. Donc on a un tissu relativement jeune. Le cervelet, on a seulement 8% de cellules gliales, donc on a un tissu un peu moins jeune. Il faut séparer ces deux types cellulaires, et si on les sépare, alors on a des conclusions qui sont beaucoup plus claires. Si on prend différentes régions du cortex, on peut voir que tous les neurones de toutes ces régions ont l'âge de l'individu. Et par contre, les cellules gliales, elles, sont plus jeunes que l'individu. Donc on retombe exactement sur ce que je viens de vous dire avant. Les neurones sont nés pendant le développement embryonnaire, les cellules gliales sont nées après le développement embryonnaire, dans la phase postnatale précoce, et vont continuer à se renouveler pendant la vie de l'individu. Cette situation est vraie dans le cortex. Les neurones de votre cortex ont votre âge. Par contre, cette technique a été appliquée à nos deux régions germinales, nos deux régions neurogéniques, nos deux régions qui contiennent des cellules souches, pour vérifier si là, dans ces régions, ou à proximité de ces régions, on avait des neurones nouveau-nés qui s'accumulaient et qui rajeunissaient le tissu. La réponse est que ces deux régions existent aussi chez l'homme. On a bien des cellules souches dans le gyrus denté de l'hippocampe, comme chez la souris. On a bien des cellules souches à proximité du ventricule, comme chez la souris. Ces cellules vont se distribuer dans des structures environnantes, comme le striatum. Donc juste pour conclure sur cette première partie, qui illustre vraiment la difficulté de transposer des conclusions effectuées dans un modèle animal à l'homme, qui nécessite la mise au point de nouvelles méthodologies qui vont permettre de faire un parallèle. Eh bien, cette étude, basée sur une datation carbone 14, permet de déterminer la date de naissance de cellules humaines de façon rétrospective, permet les conclusions suivantes. Vos neurones corticaux ont votre âge, excepté dans une région très frontale. Vos neurones granulaires sont plus jeunes que vous. Vos interneurones striataux sont plus jeunes que vous. Donc ce qu'on peut dire en revenant à ce schéma, c'est que cette production de neurones n'est pas exclusive
au développement embryonnaire, mais va perdurer après la naissance dans des régions bien précises de votre cerveau. Donc quand on parle de plasticité du cerveau, on parle du phénomène de réorganisation des réseaux, influencés par l'environnement ou par une lésion, mais on parle aussi de cette capacité du tissu, capacité surprenante à produire de nouvelles cellules. Revenons à Ramón y Cajal. Ramón y Cajal a dit beaucoup de choses pendant sa carrière, il y a plein de citations sur Internet. Il voyait juste dans la majeure partie des cas. Vraiment un visionnaire dans notre domaine. Chaque homme, s'il le souhaite, devient le sculpteur de son propre cerveau. Il faisait référence à cette plasticité du cerveau. Si vous êtes musicien, si vous vous entraînez régulièrement sur un instrument de musique, vous allez avoir une modification de votre cortex moteur et de votre cortex somatosensoriel qui va faire que les régions qui contrôlent vos mains vont être plus représentées que d'autres régions du corps. Donc une plasticité du cerveau à laquelle Ramón y Cajal faisait déjà référence en 1904. Il y a une citation pour laquelle il a dit quelque chose de faux, qui est que dans les cerveaux adultes, les voies nerveuses sont quelque chose de fixe, de terminé, d'immuable. Tout peut mourir, rien ne peut régénérer. On a vu que ce n'était pas le cas, qu'il y avait des cellules souches et que dans des régions bien précises du cerveau, il y avait en effet une activité germinale et un renouvellement cellulaire. Donc pauvre Ramón y Cajal, il a formulé je ne sais pas combien de citations, toutes sont correctes, excepté celle-là, et c'est celle évidemment que les neuroscientifiques aujourd'hui utilisent dans leur présentation. Je fais de même. Donc cette première partie, c'était vraiment pour souligner la complexité du tissu nerveux, souligner aussi le fait que le cerveau est plastique, particulièrement chez l'enfant, souligner aussi la difficulté d'étudier un tissu aussi complexe et aussi inaccessible que le cerveau, pour souligner la nécessité de développer de nouvelles méthodes pour étudier ce cerveau, non seulement dans les modèles animaux qu'on utilise dans le laboratoire, mais aussi chez l'homme. Donc je vais continuer sur cette méthodologie. Il y a vraiment un besoin de définir un langage commun pour étudier la plasticité du cerveau humain. Et ce langage commun, attention, je vais dire un gros mot, c'est la transcriptomique et c'est l'étude des cellules uniques. Donc n'ayez pas peur, c'est très simple. Par contre, c'est une révolution dans l'étude du cerveau et dans l'étude d'ailleurs de tous les tissus de notre organisme. C'est une révolution en recherche fondamentale, mais aussi en recherche médicale. C'est quelque chose dont vous allez entendre parler de plus en plus régulièrement. Donc pourquoi étudier un tissu dans lequel on se perd déjà au niveau de la cellule unique? Pourquoi ajouter un niveau de complexité à ce qui est déjà complexe? Pourquoi? Pour identifier des populations rares de cellules, pour identifier des processus rares et discrets. Les populations rares de cellules, ça peut être les cellules souches par exemple. Les processus rares et discrets, ça peut être la naissance de nouveaux neurones. Pour identifier des dysfonctionnements cellulaires qui sont subtils, qu'on va pouvoir identifier à l'aide de ces approches. Et enfin, pour comparer, puisqu'on a un langage commun, pour comparer ces processus dans différentes espèces. C'est ce que permet la transcriptomique. Alors là, on va revenir aux bases de la biologie, celles qu'on a apprises au lycée. On va revenir à la définition du génome et du transcriptome. Donc le génome, c'est quoi? C'est ce que contient chacune des cellules de notre corps. C'est l'ADN compris dans les cellules de votre peau, de vos os, de votre cerveau. Toutes contiennent le même ADN. L'ADN définit un individu. Je n'ai pas le même ADN que vous, vous n'avez pas le même que moi, nous sommes des individus différents. Là où ça commence à être intéressant, c'est que toutes les cellules de votre corps contiennent le même ADN. Pourtant, elles ont toutes une forme différente, une fonction différente. La cellule de votre peau n'a pas la même fonction que le neurone dans votre cerveau, ni que la cellule dans votre intestin, ni que celle dans vos os. Pourquoi? Parce que ces cellules expriment différentes protéines. Ces cellules expriment des protéines qui vont coder pour des enzymes, pour des protéines structurales, pour des protéines du cycle cellulaire.
seulement une partie de votre ADN va être exprimée et va être traduit en protéines dans chaque type cellulaire que compose votre corps. Toutes ont le même ADN, toutes n'expriment pas les mêmes protéines. Il y a une étape intermédiaire entre l'ADN du génome et la production de protéines, c'est la transcription, la production d'une molécule intermédiaire qu'on appelle ARN. Si on arrive à lire cet ARN dans chaque cellule de votre corps, alors on obtient une signature transcriptionnelle, on obtient une carte d'identité pour chaque cellule de votre corps. Cette carte d'identité définit les protéines qui vont être exprimées, donc définissent le type cellulaire duquel elles sont isolées, définissent si la cellule est un neurone, est une cellule de la peau, est un fibroblaste, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui est extrêmement intéressant dans cette approche? C'est que ce transcriptome va nous permettre d'identifier les cellules, d'identifier l'état dans lequel est les cellules. Est-ce que la cellule est dans un état de stress? Est-ce qu'elle est dans un état de mort programmée? Est-ce qu'elle est dans un état de régénération, de cycle, etc., etc. Donc ce transcriptome, c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle dans beaucoup de laboratoires, définir le transcriptome, non pas d'une cellule, de deux cellules, mais de centaines, voire de milliers de cellules, voire de dizaines de milliers de cellules. Et la technique pour isoler les cellules, elle est montrée ici. Simplement, on capture les cellules dans des gouttelettes lipidiques, une par une. On va isoler leur transcriptome, c'est-à-dire leur carte d'identité, et on va le faire sur 100 000, sur 200 000 cellules. À quoi ça sert? Ça sert à définir la carte d'identité de milliers de cellules. Ici, j'en ai représenté 5. Le parallèle, c'est la coupe de fruits et c'est la production en fait de salade de fruits. À partir de cette coupe de fruits, on est passé ici d'un tissu complexe. Le cerveau, par exemple, a des cellules uniques qui composent ce tissu. J'ai représenté ici 5 cellules. Ces cellules sont différentes, elles ont une carte d'identité, un transcriptome différent. Mais on va pouvoir les regrouper. On va pouvoir les regrouper basés sur leur similitude. Ces deux cellules, la cellule 1 et la cellule 3, ont un transcriptome, une carte d'identité à peu près identique. C'est probablement les mêmes types de cellules. La cellule 2 et la cellule 5 sont aussi extrêmement identiques. La cellule 4 n'a rien à voir. Donc on va pouvoir regrouper ces cellules par identité, simplement basées sur leur carte d'identité, leur signature transcriptionnelle. Et ça, on peut le faire pour de vrai, pas simplement dans une salade de fruits, mais dans un tissu aussi complexe que le cerveau. Donc ces cellules, ces différents types cellulaires qu'on observe ici en rouge, en bleu, en vert, on va les séparer et puis on va séquencer leur transcriptome, identifier ces différents types cellulaires et on obtient ce genre de graphique. Alors, ce graphique, chaque point que vous voyez, vous les voyez à peine d'ailleurs, chaque point que vous voyez, c'est une cellule. Ici, vous avez représenté 10 000 cellules. Et ce que vous pouvez voir, c'est que ces cellules, elles se regroupent. Elles se regroupent en clusters, les clusters que vous voyez ici, basés sur les similitudes de leur transcriptome. Les neurones sont tous ensemble, les astrocytes sont tous ensemble, les oligodendrocytes sont tous ensemble, et puis on a d'autres types cellulaires un peu plus exotiques présents dans notre tissu. Une technique révolutionnaire. Pourquoi? Parce que ce transcriptome, on peut le détecter chez la souris, il est quasi identique chez l'homme. Donc on va pouvoir utiliser un langage commun entre souris et homme pour classifier nos cellules. Et là, je vous invite, un jour où vous n'avez rien à faire, vous avez des difficultés à vous endormir, d'aller regarder ce site internet qui est une base de données absolument énorme. C'est en fait un institut de recherche à Seattle aux États-Unis qui a été financé par Matt Allen, qui était un cofondateur de Microsoft, qui a injecté 100 millions d'euros dans cet institut et qui a mis en route une étude systématique de tous les tissus du corps, notamment du cerveau, au niveau de la cellule unique. C'est une base de données, et ça aussi c'est une évolution dans notre domaine. Beaucoup de données sont maintenant partagées, sont déposées comme ça
sur des sites internet où vous pouvez aller les chercher, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les réanalyser. On est dans l'ère du big data, on est dans l'ère aussi où on partage toutes ces données. Donc ce parallèle il est super intéressant parce qu'on va pouvoir déterminer l'identité d'une cellule chez la souris, chez l'homme, déterminer l'identité d'un neurone, aller encore plus en détail, déterminer l'identité d'un neurone excitateur du cortex ou du thalamus, etc., etc., etc. Alors à quoi ça sert? On n'a toujours pas répondu à cette question. Ça sert à plein de choses. Et nous, on l'utilise pour étudier les capacités germinales et les capacités de réparation du cerveau. Comment? Je vais l'illustrer très rapidement, ne vous inquiétez pas. Avec 3 illustrations. La première, c'est l'activité germinale du cerveau. Donc ça, c'est du travail qui a été effectué dans l'équipe. On repart sur ce que je vous ai présenté sous forme d'animation avant. Boîte crânienne, à l'intérieur le cerveau de la souris, et à l'intérieur le système ventriculaire. Et dans les parois de ce ventricule, on a la présence de nos cellules souches, là, que vous voyez en différentes couleurs sur cette coupe de cerveau de souris. On peut disséquer, on peut dissocier, et on obtient ce genre de carte que je vous ai montré précédemment. Un point égale une cellule. Ici, vous avez 12 000 cellules. Et vous voyez que cette région, en fait, elle est super complexe. Qu'on a différents types cellulaires. On a des cellules souches neurales, NSC. Dans différents états d'activité, on a des trajectoires qui partent ici et là. On gagne en information au niveau de la cellule unique. Et voilà les conclusions qu'on a pu formuler nous et que d'autres équipes ont aussi pu formuler. Donc, simplement le fait d'aller interroger la cellule unique nous permet de montrer que les cellules souches, en fait, ne sont pas toutes identiques, que certaines sont dormantes, que certaines sont actives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certaines sont simplement, ne font rien, ne prolifèrent pas, sont un peu un réservoir de cellules souches au cas où, que d'autres sont actives, sont en prolifération. Ces cellules, dans différents états d'activité, sont présentes chez la souris. Ce qui est très intéressant, c'est qu'une lésion va invariablement induire l'activation des cellules dormantes, comme si ces cellules étaient là au cas où une lésion du tissu survenait. Ces cellules, et ça on l'a montré à l'intérieur de l'équipe, restent capables de produire différents types de neurones. Et ça aussi, c'est très important dans un contexte régénératif. Non seulement on veut recruter les cellules souches, mais on veut les recruter pour produire des neurones, des sous-types de neurones très particuliers. Si elles en sont incapables, alors aucun bénéfice de recruter ces cellules souches. Et puis finalement, ces études ont permis de mettre en évidence des voies de signalisation qui sont impliquées dans le contrôle de l'activité de ces cellules souches, mais aussi dans leur production de différents types de cellules. Et ces voies de signalisation, on veut les utiliser comme levier, à l'aide de médicaments, pour promouvoir l'activité des cellules souches et promouvoir un devenir neuronal, d'oligodendrocytes, etc. On est ici maintenant dans une situation où on comprend mieux le système et on commence à observer, à identifier des leviers sur lesquels on va pouvoir agir pour stimuler la réparation du tissu. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce transcriptome, c'est un langage commun. Le bénéfice d'avoir un langage commun, c'est que ça permet d'étudier les mêmes phénomènes dans d'autres espèces. Donc ici, une étude récente, 2022, 250 000 cellules issues d'un cerveau de macaque. Vous avez une superbe biomap avec des cellules qui se regroupent. Je ne vais pas aller dans les détails. Ce que je veux juste souligner, c'est qu'avec une quantité aussi énorme de cellules, on peut aller regarder, chercher des populations rares de cellules, notamment les populations de cellules souches. Et on observe effectivement, chez primates non humains, la présence de cellules souches. Et de toutes les populations clés de la cellule souche neurale jusqu'aux neurones qu'elles produisent. Qu'en est-il de l'homme? Rien de publié encore pour le moment. Ça viendra probablement l'année prochaine. Mais j'ai assisté à plusieurs séminaires cette année où les mêmes études sont à l'heure actuelle effectuées chez l'homme pour mettre en évidence cette population de cellules souches et les populations de cellules auxquelles elles donnent naissance. Donc on est vraiment ici dans des techniques nouvelles qui sont actuellement appliquées dans le laboratoire pour aller plus loin dans notre compréhension du cerveau, d'aller plus loin dans la compréhension de la capacité de réparation du cerveau. Ok,
Une autre question qu'on se pose dans le laboratoire, c'est est-ce que toute réparation est bonne à prendre? Je viens de vous dire que le cerveau il était plastique, qu'il pouvait répondre à des changements dans l'environnement, mais aussi à des changements de configuration suite à une lésion. Mais dans un stade de grande plasticité, comme chez l'enfant, est-ce que toute cette réorganisation est vraiment adaptée? Ou est-ce qu'une partie de cette réorganisation est inadaptée et va entraîner plus tardivement dans la vie des déficits secondaires? C'est une vraie question qu'il est nécessaire de se poser dans un contexte de réparation du tissu. Et d'ailleurs, cette question elle a été formulée par un chercheur contemporain à Margaret Kennard, qui est Robert Isaacson, qui l'a formulée de la façon suivante, si le cerveau en développement était complètement plastique, et si chaque partie était capable de faire le travail de n'importe quel autre, comment expliquer les tragédies de l'arriération mentale résultant de problèmes biologiques survenant avant la naissance? Donc c'est à nouveau une question qu'on va aborder dans le laboratoire. On a une façon un peu différente de l'adopter. Dans le laboratoire, et c'est le travail de ces personnes, on a en fait développé une méthode qui allait nous permettre de faire ce que Raymond et Carral faisait très bien. Identifier des neurones isolés, les reconstruire, les dessiner. Donc la technique, elle a un peu évolué. On utilise maintenant des protéines fluorescentes, et vous voyez ici qu'on peut obtenir le marquage de neurones isolés pour visualiser l'arborisation, la morphologie, l'anatomie de ces neurones et essayer de mieux les comprendre. On peut aller très loin dans les détails si on zoome 1000 fois, c'est ce qu'on va observer à la surface de ces prolongements, et c'est les sites de contact entre les neurones qui vont véhiculer le message nerveux. Donc une fois qu'on a cette technique au point, on peut simplement prendre deux groupes d'animaux. Un premier groupe contrôle, qu'on va appeler normoxique, et un deuxième groupe dans lequel on va induire un stress postnatal juste après la naissance. Ce stress, c'est une période d'hypoxie. Donc les animaux sont placés à l'équivalent de 4500 mètres d'altitude, 10% d'oxygène. Ça ne fait pas de grosse différence sur leur comportement, sur leur bien-être. Par contre, ça va induire un délai de formation du tissu nerveux. Et ça va induire des lésions assez diffuses dans le tissu. Donc on a un premier groupe de souris contrôlé, un deuxième groupe de souris qui subit une période de stress oxydatif, donc un manque d'oxygène, juste après la naissance. Maintenant, on va regarder dans le cerveau de ces animaux si on a des conséquences à long terme de ce stress sur les neurones présents dans notre cerveau. Et on a vu qu'elle est reconstruire puisqu'on a mis au point cette technique digne de Raymond et Carral. Donc, ici un neurone normoxique, contrôle, ici un neurone hypoxique. Plusieurs semaines après ce stress oxydatif, vous pouvez voir que le neurone s'est développé, oui, mais il s'est développé de façon anormale. On a un neurone qui est plus étendu, on a un neurone qui est plus complexe et on peut quantifier tout ça. Est-ce que ces anormalités visibles à l'âge adulte vont induire une anormalité de comportement? C'est des questions qu'on a posées avec ces deux personnes, Julien et Géraldine, qui sont aussi à Lyon. On est allé tester ces animaux, contrôle et hypoxique, dans un comportement social, qui est un comportement de préférence sociale. On met l'animal à tester en présence d'un congénère et d'un objet. Un animal normal, vous le voyez ici, va se diriger vers le congénère. Le congénère est beaucoup plus intéressant. Donc on va passer plus de temps à explorer son congénère que l'objet. Et ça, c'est un comportement qu'on voit de 2 mois chez des animaux âgés de 2 mois, comme chez des animaux âgés d'à peu près 3 mois. Les souris hypoxiques, celles qui développent des neurones anormaux, vous pouvez voir que ce comportement est déjà perturbé à 2 mois, et ce comportement est complètement absent à 3 mois. Donc, oui, on a, lors d'une lésion précoce, une réorganisation, une réparation du tissu, mais attention, certaines de ces réorganisations et de ces réparations ne sont pas forcément adaptées et vont pouvoir induire des déficits plus tardifs à l'âge adulte. Pourquoi la transcriptomique dans ce contexte? Tout simplement parce que maintenant, on peut prendre un morceau de cerveau de ces souris contrôle, un morceau de cerveau de ces souris hypoxiques. On peut, au niveau de la cellule unique, aller voir ce qui se passe dans notre population de neurones
comparer les neurones normoxiques et hypoxiques, comparer leurs propriétés neuronales qui sont affectées sur le long terme. Dernière illustration, et après j'arrête de vous embêter. J'ai parlé déjà combien de temps? Il reste 5 minutes. J'ai 5 minutes? Parfait. Donc le dernier projet que je vais vous présenter est plus en rapport avec ce qui vous intéresse, la pollution dans l'environnement. C'est un projet financé par la Fondation de la recherche médicale. Le porteur de projet est cette personne, Jean-François Garcia-Guéard, qui est sur Lyon. Et puis on collabore énormément, comme vous pouvez le voir, avec Julien Porcher, lui aussi sur Lyon. C'est un projet qui porte sur la barrière protectrice du cerveau. Juste quelques rappels. Pour fonctionner correctement, le cerveau doit être baigné dans un milieu de composition constante. C'est le liquide céphalorachidien notamment. Le contrôle de cette composition est assuré par la barrière qu'on appelle hémato-encéphalique, qui est localisée dans les parois des micro-vaisseaux cérébraux. On a vu qu'une lésion précoce pouvait avoir un effet sur les neurones. La question qu'on vous posait ici, c'est si une lésion précoce va aussi avoir un impact sur la mise en place de ces barrières de protection du cerveau. C'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Un hémisphère de cerveau de souris, comme on verrait sous le microscope, avec les neurones, les astrocytes, les oligodendrocytes marqués en différentes couleurs. C'est les 3 types cellulaires principaux du cerveau, mais en fait, il y a plein d'autres choses dans le cerveau. Notamment, si on regarde ici une section de cerveau marquée pour le système vasculaire. Le cerveau est plein de vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux sanguins, vous les voyez en vert ici, elles sont composées de différents types de cellules, notamment les cellules endothéliales, dont on peut marquer le noyau ici en rouge. Donc le cerveau, ce n'est pas simplement 3 types cellulaires complètement isolés du reste de l'organisme, c'est une interaction entre différents tissus, tissus vasculaires, tissus nerveux, et c'est ces interactions qui vont permettre aux tissus de rester sains. Quand on fait une étude transcriptionnelle au niveau de la cellule unique, si on isolait nos astrocytes, notre neurone, notre oligodendrocyte, ben en fait on aurait une carte incomplète. En fait, il y a plein d'autres choses. Les vaisseaux sanguins, composés de différents types cellulaires, les cellules inflammatoires, et tous ces types cellulaires, on va les retrouver dans notre étude transcriptionnelle à cellule unique. Donc, l'hypothèse de travail pour ce projet, c'est qu'une lésion précoce, qu'on mime ici à un retard de croissance intra-utérin, combinée à une infection périnatale, qui sont généralement 2 phénomènes conjoints dans beaucoup observés chez beaucoup de grands prématurés, que ces 2 types d'interventions qui représentent un stress sur l'individu mais aussi sur le tissu, sur le cerveau, induit un risque accru de pathologie neurodéveloppementale. Il a notamment été noté que quand ces 2 phénomènes sont présents chez le nouveau-né, alors on a une augmentation de déficit du risque de développer des déficits cognitifs et neuropsychiatriques, incluant l'autisme. On a vu ce test tout à l'heure, ce test de reconnaissance sociale, qui est un test utilisé pour mettre en évidence justement ces déficits de type autistique. Donc ça, c'est un fait. Ces agressions du tissu aboutissent à des risques élevés de développer des pathologies neurodéveloppementales plus tardives lors de la vie de l'individu. Notre hypothèse de travail, c'est que tout ça est dû à une diminution des capacités de l'interface sang-cerveau à protéger celui-ci des agressions environnementales au cours du développement, mais aussi est dû à une sensibilisation de ces barrières au stress plus tardif, aux agressions plus tardives, aux agressions dues à notre environnement et aux polluants présents dans notre environnement. Donc le projet de recherche est composé de 3 versants. Un versant où on va utiliser à nouveau cette approche de transcriptomique de cellules uniques pour aller interroger les différents types cellulaires qui composent cette interaction entre tissus nerveux et tissus vasculaires dans le cerveau d'animaux contrôle et d'animaux perturbés. Une deuxième personne va aller essayer d'explorer la perméabilité des barrières chez ces 2 groupes d'animaux, mais aussi la réponse à une inflammation précoce et tardive. Et finalement, nous avons une 3e personne qui va aller étudier
l'apport énergétique dans ce type de pathologie et va explorer la possibilité d'utiliser des médicaments qui stimulent le métabolisme énergétique pour restaurer les barrières. Donc c'est ma diapo de conclusion. Les retombées attendues de ce dernier projet que je vous ai présenté, qui est le plus proche du type de projet supporté par la Fondation Rovaltin. Retombées fondamentales, on va en apprendre plus sur la régulation développementale des propriétés des interfaces, des barrières entre le sang et le cerveau, physiopathologique. On va tester l'hypothèse d'une protection diminue du cerveau contre les agressions de l'environnement, identifier des molécules et des gènes impliqués dans les dysfonctions cérébrales et utiliser ces connaissances pour développer des stratégies thérapeutiques pour restaurer ces barrières de protection du cerveau. Donc voilà ma présentation. 3 messages principaux. Le cerveau est complexe mais plastique. C'est cette complexité qui le rend particulièrement sensible à une lésion et fragile. L'étude du cerveau est particulièrement compliquée du fait de la complexité du tissu, mais aussi de son la difficulté d'accès. Merci, je commence à fatiguer. Donc la nécessité de développer de nouvelles méthodes, vous entendrez certainement dans les prochaines années parler de transcriptomique, voilà, vous savez maintenant ce que c'est. Et puis ces techniques nous permettent d'étudier les capacités de régénération du cerveau, avec toujours en tête quand même la question de est-ce que ce que j'observe comme réparation, comme réorganisation est adapté et bénéfique pour le système, ou au contraire néfaste sur le long terme pour le système. Et ça, c'est l'équipe actuelle que je co-dirige avec cette personne, Christophe Heinrich, qui travaille sur une thématique un peu différente de programmation, simplement pour mettre les visages des différentes personnes qui ont été impliquées dans ces recherches et les sources de financement, ça ne vous intéresse pas trop. C'est généralement comme ça qu'on termine une présentation. Donc je vous remercie pour votre... Ça les intéresse. Je vous remercie pour votre attention.